Elle porte le nom du dieu romain de la guerre. Cette planète rouillée dans le ciel étoilé est depuis des siècles la source d'interrogation. Pourrait-elle abriter une civilisation rivale de la nôtre? Est-ce vraiment un visage que l'on voit à sa surface? Cette mystérieuse voisine du système solaire nous captive encore aujourd'hui. Elle pourrait être la base d'une future colonisation et conserve des secrets biologiques vieux de 4 milliards d'années. Mars, la planète rouge, détient peut-être la clé de notre avenir et celle de notre passé. Si les êtres humains ont un jour habité une autre planète du système solaire que la Terre, c'est certainement Mars, la planète rouge, qui paraît la candidate toute désignée. Un visiteur venu de la Terre verrait ici de nombreux paysages qui lui rappelleraient ceux de chez lui. Comme le désert de Mojave, en Californie du Sud. Pour le géologue, astronome et biologiste Ken Nielsen, ce désert ressemble tellement à Mars qu'il vient ici pour essayer de mieux comprendre les conditions qui règnent sur la planète rouge. Quand vous vous promenez ici dans ces dunes, ce que vous voyez ressemble tout à fait au paysage que l'on trouve sur Mars. Ensuite, si vous commencez à observer autour de vous, vous verrez des collines rouges, pleines d'oxyde de fer, comme sur Mars. Mars est pleine de fer oxydé, c'est-à-dire rouillé. Il se transforme en particules de poussière. Et en plus des dunes magnifiques, on y trouve une atmosphère rouge qui couvre parfois toute la surface de la planète. Il y a d'énormes tempêtes de poussière. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la planète rouge. Si une grande partie du sol martien ressemble à celui de la Terre, certains paysages géologiques dépassent tous ceux qu'on peut trouver sur notre planète. Une montagne, appelée Olympus Mons, le nom latin du mont Olympe, est le sommet le plus haut de tout le système solaire. C'est à l'heure actuelle un volcan en sommeil, qui s'élève à 25 000 mètres. Si vous dessinez l'Olympus Mons, et à côté l'Everest, et la grande île d'Hawaï, même en partant de la surface de l'océan, ces deux derniers ont l'air de petites collines comparées au sommet de Mars. Cette montagne est si vaste et sa base tellement immense que l'on peut être sur un de ses versants et ne pas se rendre compte qu'on est sur un volcan avant d'arriver au sommet. Pourtant, aussi extraordinaire qu'apparaisse la surface de Mars, c'est un endroit très rude et inhospitalier. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. La fusée Delta II décolle et emporte vers Mars l'esprit de la Terre. Elle est froide, sèche et désolée. Il y a des tempêtes de poussière qui peuvent assombrir le ciel pendant des semaines, et parfois même des mois. Toutes les nuits, les températures descendent à plus de 100 degrés au-dessous de zéro. Ajoutons à cela que l'atmosphère ne contient pas d'oxygène. L'air martien et ses rares formations nuageuses sont presque entièrement composés de dioxyde de carbone. Ce n'est pas un endroit très sympa. Vous ne serez pas heureux là-bas.
Mars est petite par rapport à la Terre, puisqu'elle est 2 fois moins grande. Et la distance qui nous sépare est de 51 millions de kilomètres. Elle semble n'être qu'un minuscule globe rouge dans notre ciel étoilé. Et pourtant, elle captive l'humanité depuis des siècles. La planète tient son nom du dieu romain de la guerre. Les Romains associaient ce monde lointain à l'hostilité et à l'agitation, à cause de sa couleur rouge sang et de sa façon particulière de se déplacer dans le ciel. Mars divague. Elle ne fait pas comme les autres astres. Parfois, elle semble même aller à reculons. Ce comportement a intrigué pendant des siècles les observateurs. Mais en 1514, l'astronome polonais Copernic décide d'étudier de près le mouvement planétaire, ce qui le mène à une compréhension révolutionnaire du système solaire. D'après les documents historiques, on pensait alors que la Terre était au centre de l'univers. Et puis Copernic est arrivé et il a dit « Non, la Terre n'est peut-être pas au centre de l'univers. L'explication de tout cela, c'est peut-être que tout tourne autour du Soleil. » Et dès l'instant où les planètes tournent autour du Soleil, on peut expliquer pourquoi la Terre semble dépasser Mars sur son orbite et pourquoi Mars semble divaguer dans le ciel. Elle a l'air d'avancer par là, puis dans l'autre sens. À l'époque où Copernic observait le ciel, Mars et la Terre suivaient leurs orbites respectives depuis 4,5 milliards d'années. Les 2 planètes avaient eu le temps d'évoluer de façon très différente. L'une était devenue humide, chaude et riche en oxygène. L'autre sèche, froide et dépourvue d'oxygène. Pourtant, on pense qu'elles n'ont pas toujours été aussi dissemblables. Les scientifiques pensent aujourd'hui que le climat sur Mars a été assez chaud pour que l'eau irrigue abondamment sa surface. Quand on regarde les images satellites de Mars, on retrouve exactement ce qu'on a appris lors des premières missions. C'est-à-dire qu'on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Pourtant, nous avons des preuves irréfutables de la présence d'eau par le passé. Tout le monde sait que l'eau, en s'écoulant sur le sol, quel qu'il soit, laisse des traces caractéristiques, celles des formations géologiques qui permettent à l'eau de se répandre. Or, quand on regarde les images satellites de Mars, on observe des traces de ce type, ce qui nous amène à la conclusion que Mars, autrefois, était sans doute plus chaude et plus humide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il est certain qu'aujourd'hui, Mars est un désert implacable. Mais alors, que s'est-il passé? Quel processus cosmique a pu provoquer une telle transformation de la 4e planète du Soleil? L'histoire commence dès la naissance du système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d'années, notre système solaire est né d'une supernova, ce phénomène qui, après l'explosion d'une étoile, diffuse une masse tourbillonnante de particules moléculaires et de gaz. Celle-ci, appelée nébuleuse, se refroidit progressivement, se condense et se sépare en anneaux de particules. Ces particules ont commencé à s'agréger petit à petit jusqu'à former des planètes. Ce processus d'agrégation a généré de la chaleur et les particules les plus lourdes ont coulé vers le centre de la masse accumulée. Mars est donc formé d'un noyau ferreux. Ce noyau en fusion a généré un puissant champ magnétique qui a entouré Mars comme d'un bouclier protecteur et bloqué les émissions nuisibles du Soleil. Il y a une pression constante qui vient du Soleil et exercée par ce que nous appelons le vent solaire.
C'est un plasma, constitué de protons et d'électrons, de rayons cosmiques, de toutes ces particules chargées qui pourraient ioniser l'atmosphère, qui pourraient le bombarder, comme nous disons. Mais en fait, Mars a perdu son bouclier protecteur et la majeure partie de son atmosphère. Et en cessant de s'agrandir, la planète a commencé à se refroidir. Le noyau de fer n'était plus en mesure de générer ce champ magnétique. Alors le vent solaire aurait commencé à balayer la surface de Mars. C'est un scénario auquel beaucoup croient. Avec la disparition de l'atmosphère, Mars a perdu son climat tempéré et la pression qui s'exerçait sur elle. Et comme l'eau a besoin de climat tempéré et de pression pour demeurer sous forme liquide, elle a disparu de la surface de la planète. Si vous y mettez une casserole d'eau, celle-ci va s'évaporer très rapidement et essayer de geler en même temps. L'un ou l'autre finira par l'emporter, mais vous ne pourrez pas garder l'eau sous forme liquide. Il serait faux de dire qu'il n'y a absolument pas d'eau sur Mars. Si sous forme liquide elle ne peut rester sur Mars, il en va différemment pour l'eau gelée, la glace. Certains indices laissent penser qu'aujourd'hui encore, des tonnes de glace pourraient être stockées sous les calottes polaires de la planète. Le saint Graal de l'exploration spatiale est peut-être enfermé dans des glaçons. On peut voir ces pôles depuis la Terre avec un simple télescope. Et ils sont sans aucun doute ce qu'on remarque en premier quand on approche de Mars dans l'espace. Les calottes polaires de Mars sont des étendues mystérieuses de neige glacée et tourbillonnante qui recouvrent ces deux pôles. C'est ce que nous appelons de la glace sèche, c'est-à-dire du dioxyde de carbone gelé. L'atmosphère est très fine et presque entièrement composée de dioxyde de carbone, si bien que quand il fait très froid, il se transforme en neige carbonique ou en glace carbonique. Ces calottes polaires toutes blanches offrent un contraste saisissant avec le reste de la planète rouge. Mais ce n'est pas cette concentration de neige carbonique qui intéresse le plus les scientifiques. C'est ce qui se cache peut-être en dessous qui pourrait avoir une importance capitale. Enfouis dans le sol, des millions de tonnes d'eau gelée attendraient, selon certains, d'être découverts. De l'eau gelée invisible à l'œil nu semble étendre ses ramifications dans toutes les directions sur des centaines de kilomètres. Les spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir des vestiges de vastes océans. À l'heure actuelle, l'eau est sans doute congelée, formant une sorte de permafrost sous la surface. Mais peut-être y a-t-il eu dans certaines zones de Mars des pressions et des températures qui auraient liquéfié la glace et créé des aquifères, des zones où l'eau peut circuler librement. On voit des cratères. On sait qu'un astéroïde a heurté Mars et projeté en l'air des tas de matériaux. Mais ce n'est pas de la poussière sèche qui l'a dispersé. On n'a pas de débris en rayon autour du point de choc comme sur la Lune. Il a envoyé en l'air un genre de déchet boueux. Notre conclusion est donc que l'astéroïde s'est craché sur de la glace, sur une sorte de toundra analogue au permafrost du nord du Canada. Les vaisseaux spatiaux en orbite autour de Mars ont capté des signes qui tendraient à démontrer la présence d'eau gelée sous les calottes polaires. Les relevés approximatifs des sols ont indiqué un fort niveau d'hydrogène. L'eau est constituée d'une part d'oxygène pour 2 parts d'hydrogène. La présence de glace enfouie dans ces zones semble donc indiscutable. Mais si ces découvertes sont relativement récentes, cela fait plus d'1 siècle qu'on spécule sur la présence d'eau sur Mars. Et le fait qu'elle ait pu permettre le développement d'une forme de vie douée d'intelligence a provoqué de vives inquiétudes au cours du XXe siècle.
C'est en 1610 que des astronomes pointèrent pour la première fois leur télescope vers Mars. La technologie a fait depuis de grands progrès et l'image de la planète rouge se précise de jour en jour aux yeux des observateurs terriens. Mais en 1877, à travers leur télescope, les astronomes voyaient cette lointaine planète à la taille d'une pièce de monnaie qu'ils auraient tenue au bout de leurs bras tendus. En comparaison des moyens dont nous disposons aujourd'hui, tout cela n'est guère impressionnant, mais pourtant ces instruments ont permis au directeur de l'Observatoire de Milan, Giovanni Schiaparelli, de tracer un plan de la surface de Mars et de donner un nom à ses particularités géologiques. Il a observé le visage brumeux et changeant chaque nuit pendant des mois. Et il voit alors ce qu'il pense être un enchevêtrement de lignes à la surface de Mars. On comprendra plus tard que ce qu'il voyait n'était pas tout à fait ce qu'il y a là-haut, mais juste l'image qu'il percevait grâce à son télescope rudimentaire. Le célèbre astronome italien dessine ces lignes et leur donne un nom. Pour Schiaparelli, ces lignes étaient des canaux, mais il ne savait pas vraiment ce dont il s'agissait. Le nom italien qu'il leur a donné est canali. Cela aurait dû être traduit par chaîne, comme des chaînes montagneuses, mais ça l'a été à tort par canaux. Il n'existe pas de ligne droite dans la nature. C'est pour cette raison que les dessins de Schiaparelli ont pu permettre à certains de penser qu'une forme de vie intelligente existait sur Mars. C'est une idée saisissante, dont les astronomes de l'époque ont débattu âprement. Plus tard, en 1894, un riche bostonien, Percival Lowell, est tellement intrigué par cette éventualité qu'il se fait construire un grand télescope à flanc de montagne dans l'Arizona, à Flagstaff. Et il passe les 20 années suivantes à observer et à dessiner la planète rouge, et à échafauder des théories à son sujet. Il était convaincu de voir des réseaux de lignes droites sur Mars et pensait que c'était des canaux. Or, quelle était la grande nouveauté de l'époque? Le canal de Panama. Donc il a pensé que c'était ce qu'une civilisation évoluée devait faire, des canaux. Ceux de Mars auraient donc servi à transporter l'eau à partir des pôles. Il savait que la planète était froide, sèche et loin du Soleil, et il s'est dit, bien sûr, il faut déplacer l'eau pour vivre sur Mars. L'idée qu'il y avait une civilisation sur Mars a emballé tout le monde. C'est dans ce contexte qu'en 1938, au cours de la nuit d'Halloween, un jeune acteur nommé Orson Welles réalise une adaptation de La Guerre des mondes. Dans ce court roman de H.G. Wells, de sinistres martiens atterrissent sur Terre et causent des ravages. Et maintenant, nous retournons auprès de Carl Phillips à Grover's Mill. Oui, mesdames et messieurs, je suis là. Mon Dieu, il se passe quelque chose. Une flamme bondit du miroir et se dirige droit vers les hommes qui avancent. Ils se transforment en torches. Des milliers de gens croient réellement qu'une invasion martienne est en cours. Orson Welles est obligé de présenter ses excuses. Nous sommes bouleversés et vous exprimons nos regrets. Le malentendu est de courte durée, mais l'émission ne fait qu'alimenter l'imagination du public sur l'existence d'une forme de vie intelligente sur Mars. Cette planète intrigue les terriens depuis des milliers d'années. Et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'on en a enfin eu une vision plus précise. En 1964, la NASA, Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, lance un petit vaisseau d'exploration vers la planète rouge. Mariner 4 est équipé d'une caméra. Il a pour mission de survoler Mars et d'envoyer des images vers la Terre. Il ne pourra effectuer ce passage qu'une seule fois. Les scientifiques sont impatients et en même temps anxieux à l'idée de ce qu'ils vont bien pouvoir observer. Allait-on voir des villes, des canaux, des forêts? Moi, je n'ai vu que des cratères.
Les images qu'on a reçues étaient très floues et montraient simplement des cratères, comme sur la Lune. C'est une immense déception. Les images de Mariner 4 montrent une planète sèche, couverte de cratères, désertique, une planète qui semble morte. Elle était comme la Lune, avec un peu d'air qui soulevait la poussière. L'enthousiasme soulevé par l'exploration de Mars retombe pour un temps. Mais 6 ans plus tard, en 1971, la NASA envoie un autre vaisseau vers la planète rouge, Mariner 9. Cette fois, au lieu de n'effectuer qu'un seul passage au-dessus de Mars, il est conçu pour rester en orbite pendant plusieurs semaines, le temps d'établir une cartographie complète. L'effort est payant. Après avoir attendu la fin d'une tempête de poussière qui balaie la planète, Mariner 9 commence à envoyer des images spectaculaires. On découvre le dôme de Tharsis, une sorte de renflement situé non loin de l'équateur de Mars. Ce dôme est le résultat d'une activité volcanique importante sur un espace très concentré. L'élément essentiel du dôme de Tharsis est son volcan bouclier, l'Olympus Mons. L'Olympus Mons est large de 540 km. Il pourrait couvrir l'État du Missouri. Si un volcan de cette taille entrait en éruption, il recouvrirait probablement les États voisins. Et ma maison dans l'Iowa serait ensevelie sous la lave. Ce qui est intéressant, c'est que nous pensons qu'il est constitué de 3 volcans séparés, ou en tout cas qu'il a explosé dans 3 directions différentes. Quand on le survole, on aperçoit 3 cratères bien distincts. C'est une immense découverte géologique. Si vous étiez sur son flanc qui s'élève de façon très douce et le sommet est très loin, à plus de 150 km, vous ne sauriez pas que vous êtes sur un volcan. C'est dire à quel point il est énorme. Et l'Olympus Mons n'est pas le seul. À quelques centaines de kilomètres de là, vers le sud-est, on trouve 3 autres volcans placés en diagonale à intervalles réguliers. Et chacun d'entre eux est plus grand que n'importe quel volcan sur Terre. Mais aussi magnifique qu'elle soit, la région de Tharsis n'est pas le seul élément géologique spectaculaire découvert par Mariner 9. À la limite est du dôme, on peut observer une immense fracture dans la croûte de la planète rouge. Elle a été nommée Vallée Marineris, en l'honneur du vaisseau Mariner 9. Regardez, elle est aussi vaste que les États-Unis. Elle est vraiment très nette. Vous connaissez le Grand Canyon. Gonflez-le, filez-lui des stéroïdes jusqu'à ce qu'il atteigne la taille des États-Unis et vous aurez la vallée Marineris. Le phénomène géologique à l'origine de cette immense faille à la surface de Mars demeure un mystère. Les scientifiques ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Il y a une théorie qui me plaît bien. On trouve pas très loin un endroit qui s'appelle le dôme de Tharsis. Beaucoup de matériaux s'est accumulé là, de la lave et d'autres débris. C'est comme s'il y avait eu une énorme force de torsion qui s'était exercée et qui avait ouvert la croûte comme une fermeture éclair. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut qu'il y ait eu un phénomène qui ne ressemble à rien de ce que nous connaissons pour expliquer l'origine de cette faille. Après le succès éclatant de Mariner 9, l'étape suivante pour la NASA est de poser un vaisseau sur Mars. Les spécialistes sont impatients d'analyser la roche et les échantillons de sol et de chercher les indices d'une forme de vie. En 1976, la mission Viking arrive sur la planète précisément dans ce but. Elle emporte 2 sondes. L'une doit se mettre en orbite et cartographier le sol martien,
L'autre est un module d'atterrissage équipé de robots. On arrive, on racle le sol et on ne trouve rien du tout. Mars a l'air d'être un endroit froid, sec et mort. Mais alors que la première sonde Viking peine à la surface et ne trouve rien qui puisse faire les gros titres des journaux, la sonde mise en orbite parvient à saisir une image surprenante. Alors qu'elle survole une zone appelée Sidonia, elle capture dans le faisceau de ses projecteurs une image d'une formation géologique qui ressemble à une figure humaine. Les hommes de la NASA présentent la photo à la presse, en indiquant comme une plaisanterie qu'ils ont rencontré un visage sur Mars. Dès qu'il est mieux éclairé, cet élément de la surface martienne ne ressemble pas du tout à une figure humaine. C'est juste un ensemble de collines. Mais dans certains cercles, l'histoire du visage de Mars et l'idée que la NASA veut cacher ce qu'elle a découvert continuera à courir pendant plusieurs années. D'un autre côté, les fans de Mars doivent affronter la dure réalité après la mission Viking. En l'absence de découverte biologique capitale, le projet de retourner sur la planète rouge perd de son intérêt. Et puis en 1984, un jeune scientifique en expédition dans l'Antarctique fait une découverte qui donne immédiatement un nouvel élan à la quête d'une vie inconnue sur Mars. En décembre 1984, des géologues de la NASA partis en Antarctique pour recueillir les débris d'une météorite découvrent un curieux objet. Il s'agit d'une météorite d'une couleur inhabituelle, plutôt verte, alors que la plupart sont grises ou marron. De retour au centre de contrôle de Houston, où on stocke ce type de roche, elle est aussitôt étiquetée ALH 84001. Malgré sa couleur étrange, les spécialistes ont pensé qu'il s'agissait d'un morceau d'astéroïde. La roche a été classée parmi les météorites et elle est restée pendant 6 ou 8 ans mal identifiée. Puis, au début des années 90, un analyste qui effectue des recherches sur les astéroïdes place un morceau d'ALH 84001 sous un microscope à électrons. Il se rend vite compte qu'il n'est pas en train d'observer une météorite classique. Il a sous les yeux un morceau de la planète rouge. La pierre présente des caractéristiques analogues à celles d'une autre météorite martienne trouvée en 1979. D'autres spécialistes commencent à étudier cet échantillon et sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent ce qui ressemble à des globules de carbone. Car le carbone, du moins sur Terre, est la base même de la vie. C'est David McKay qui dirigeait le groupe de recherche. Ce qui a commencé à m'intriguer, ce sont les carbonates. Je me suis dit, hey, ces carbonates ont vraiment un drôle d'air, comment se forment-ils? On va aller voir ça de plus près. Un examen approfondi mène à une découverte encore plus surprenante. Le type de processus chimique à l'œuvre dans ces globules est associé sur Terre à la vie. Une image obtenue par un microscope électronique à scanner présente une structure qui pourrait bien être de nature biologique. On dirait un peu un ver. Serait-ce une trace de vie primitive sur Mars? Je pense que ce ver relève de la biologie. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un fossile entier de bactéries. Cela pourrait être un morceau de bactérie ou un élément, mais de mon point de vue, c'est un élément biologique. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se trouvent ici aujourd'hui. C'est un jour incroyable et très excitant pour moi.
En 1996, après plus de 2 ans d'études, durant lesquelles 4 séries différentes de preuves ont été réunies, l'équipe est prête. Elle émet une hypothèse. Il est bien possible qu'ALH 84001 contienne la preuve qu'il y a eu une forme de vie sur Mars. Donc nous en concluons que c'est la preuve qu'il a existé une forme de vie sur Mars. La NASA donne une grande conférence de presse, mais personne n'est convaincu. Les laboratoires du monde entier réclament des échantillons pour effectuer leurs propres analyses. Finalement, après des mois de débats parfois envenimés, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il n'y a pas de consensus. On publie des articles qui appuient la déclaration de la NASA, mais ceux qui démolissent cette théorie sont bien plus nombreux. Je peux avoir la première diapo, s'il vous plaît? Les images que vous voyez là pourraient représenter tout un tas de choses. De nombreux chercheurs sont convaincus que ce qu'on voit dans cette pierre, et qui semble indiquer la présence d'une forme de vie sur Mars, pourrait ne refléter qu'une activité minérale. Pour la plupart des gens, il n'y a pas d'activité biologique dans cette météorite venue de Mars. L'hypothèse de départ de Dave est fausse. À mon avis, à ce stade, il est trop tôt pour émettre une hypothèse. Je ne pense pas que le travail soit assez avancé pour que l'on puisse dire grand-chose. L'analyse de la météorite continue. Mais même si les chercheurs n'ont jamais pu confirmer qu'elle contenait des signes d'une vie sur Mars, elle aura relancé l'intérêt pour cette question. Étrangement, ce nouvel élan conduit à nouveau les spécialistes en Antarctique. Les conditions dans cette partie du monde ont beaucoup de points communs avec Mars. Les formes de vie qui subsistent dans des conditions aussi extrêmes pourraient nous éclairer sur la façon dont la vie a pu naître sur la planète rouge et à quel moment. Dale Anderson, astrobiologiste environnemental, se concentre sur le lit des lacs qui sont couverts à longueur d'année par une banquise très épaisse. La plupart des gens pensent qu'à cause de ces épaisses couches de glace, on ne trouverait rien que des pierres, et qu'il n'y aurait pas grand-chose, si ce n'est rien, au fond de ces lacs. La couche de glace qui empêche la navigation peut atteindre jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Mais plutôt que de l'ouvrir à l'explosif ou d'y percer des trous et de troubler son écosystème, Anderson et son équipe ont choisi une technique beaucoup plus respectueuse. C'est cet énorme rouleau de tuyaux de cuivre qui va permettre de pratiquer une ouverture. On le pose sur la glace, on fait passer un liquide chaud dans le tuyau et on le laisse s'enfoncer lentement, ça dure environ 24 heures. La glace fond et on obtient ce trou bien net qui nous permet de plonger. Les plongeurs entrent dans l'eau vêtus de combinaisons qui les protègent entièrement. Et ce qu'ils découvrent au fond de chaque lac de l'Antarctique, ou presque, témoigne véritablement de la ténacité de la vie. Des tapis d'organismes microbiens prospèrent dans ces environnements frigorifiés, où la lumière du soleil ne pénètre pratiquement pas. La plupart des gens pensent que si au fond des lacs, on dispose de moins d'1% de la lumière de la surface, la photosynthèse ne peut s'opérer. Pour eux, il n'y aurait pas assez de lumière pour vivre. Eh bien, on a découvert que la photosynthèse était possible à des niveaux de lumière inférieurs à 1/10 d'1%. Pour Anderson et son équipe, ces fonds immaculés sont comme une fenêtre sur le passé. Il n'y a pas d'organismes évolués, pas de poissons, pas d'insectes, pas d'animaux rampants. Ces communautés microbiennes ont donc la possibilité de se développer tranquillement, sans interaction avec des animaux ou des plantes. Et du coup, ils évoluent de façon particulière. Est-il possible qu'une forme microbienne similaire soit toujours en activité quelque part sous la surface gelée de Mars? En particulier aux 2 pôles, riches en hydrogène. Anderson et d'autres spécialistes pensent que cela vaut la peine de se pencher sur la question. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2. Début de la mise à feu et décollage de la fusée Delta II avec Mars Exploration Rover. Au cours de l'été 2003, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA livre 2 vaisseaux destinés à explorer la surface de Mars. Les missions sur la planète rouge ne peuvent avoir lieu qu'une fois tous les 2 ans, durant une fenêtre de temps courte et précise. Le lancement doit être programmé de manière à ce que le vaisseau et la planète arrivent au même moment en un point spécifique de l'orbite de Mars. Le voyage de 54 millions de kilomètres peut prendre plus de 7 mois. Et la trajectoire doit être parfaite. La précision qu'il faut pour aller de la Terre à Mars et atteindre un point précis est la même que celle qu'il vous faudrait pour lancer un ballon de basket de Los Angeles à New York et le mettre dans le panier, bien au milieu. Tout est prêt pour se poser. Nous sommes à 6 minutes de l'arrivée dans le cratère de Gusev, dans l'hémisphère sud de Mars. Vitesse actuelle, 2000 km/h. Parachute dans 5 secondes. Parachute en place. Sortie de la fusée à mon signe. Les vaisseaux spatiaux sont en fait des robots explorateurs conçus pour sillonner la surface de Mars et fouiner un peu partout. Les rovers sont des robots géologues. Leur fonction, c'est d'être nos yeux, nos pieds, nos mains à la surface de Mars. Nous découvrons la planète à travers eux. Ils peuvent se déployer, toucher les rochers. Ils ont un appareil pour gratter la roche. On l'appelle le RAT. C'est un outil abrasif équipé d'une pointe en diamant. Il nous permet de creuser à l'intérieur d'une pierre et de voir ce qui s'y trouve. Ils ont des capteurs au bout de leurs bras. C'est comme s'il y avait un microscope qui pouvait nous décrire en détail ce qu'ils voient. On a donc toute une foule d'instruments similaires à ceux dont un géologue voudrait disposer s'il était sur le site. Les robots rovers ont été nommés Spirit et Opportunity. Aujourd'hui encore, ils explorent des régions de Mars qui sont à des centaines de kilomètres les unes des autres. Spirit a atterri dans une zone appelée le cratère de Gusev. On pense qu'il s'agit du lit d'un lac asséché. Donc, si l'eau qui s'y trouvait autrefois abritait des formes de vie, il pourrait un jour en retrouver les traces. Opportunity s'est posé dans une zone qu'on appelle Meridiani Planum. Cet endroit suscite des interrogations, car il recèle une couche ancienne d'hématite, un oxyde de fer qui, sur Terre, se forme habituellement dans un endroit qui contient de l'eau à l'état liquide. Jusque-là, aucun des robots n'a trouvé de signe de vie. Mais Spirit comme Opportunity ont découvert des indices qui tendraient à prouver qu'un jour, l'eau coulait en abondance à la surface de la planète Mars. On a vu des endroits où l'eau a détrempé les pierres sous la surface. D'autres où l'eau a jailli à la surface et a coulé en creusant des petits sillons qui sont toujours gravés dans la roche des milliards d'années plus tard. Mais aucun robot n'est allé assez près de cette sorte de toundra qui couvre actuellement l'eau gelée des pôles. C'est l'objectif premier de la nouvelle mission lancée à l'été 2007. La mission Phoenix a pour projet de déposer un atterrisseur dans la région du pôle nord de Mars. Celui-ci dispose d'un bras équipé d'une pelle, à l'aide duquel il creusera le sol de la planète. C'est Peter Smith de l'Université d'Arizona qui dirige le projet. Notre mission scientifique est entièrement consacrée à la compréhension des propriétés du sol, de son interaction avec la glace, des propriétés de la glace même et de son interaction avec l'atmosphère.
Nous n'avons qu'une possibilité pour l'étudier, c'est d'utiliser le bras du robot comme une petite pelle. Il va creuser une petite tranchée et nous fournir des échantillons de glace et de sol. Et avec un peu de chance, des échantillons de sol humide, si on peut en trouver. Ensuite, on analysera ces échantillons avec des instruments sur le pont de notre vaisseau spatial. L'atterrisseur émettra des signaux depuis la surface de Mars et transmettra ainsi son rapport d'analyse des sols et de la glace. Mais avant même que Phoenix ait le temps de décoller, un nouvel épisode prend place dans la saga de l'eau martienne. Des images, transmises par un vaisseau en orbite autour de la planète rouge, révèlent les traces d'un événement tout à fait inattendu. Il semble qu'une sorte de liquide ait coulé, au cours de ces dernières années, dans un petit fossé au bord d'un ravin assez profond. En 2001, le vaisseau orbiteur avait pris des photos du même endroit, mais rien d'intéressant n'était apparu sur ces clichés. Cette fois-ci, on voit dans le fossé un résidu blanc déposé là sans doute par un écoulement de liquide, peut-être à l'endroit où de l'eau aurait jailli du sol et coulé sur une certaine distance avant de se transformer en vapeur et disparaître. Les spécialistes ne comprennent toujours pas ce qui a pu provoquer cet écoulement, mais beaucoup pensent que c'est la conséquence de la chaleur qui existerait encore à l'intérieur de la planète. De toute évidence, il s'agit d'une planète qui a connu une activité volcanique. Beaucoup d'entre nous espèrent encore trouver dans certains endroits des phénomènes hydrothermaux. Non pas simplement pour avoir de l'eau liquide, mais parce que celle-ci indiquerait la présence d'un environnement où la vie aurait pu se développer et même se maintenir. Le but de tout cela est bien entendu la recherche de formes de vie. Quand tout est dit, l'engin prend le relais de cet extraordinaire exploit scientifique et explore la planète rouge, porté par le pressant désir de l'humanité de savoir si la vie existe quelque part ailleurs, dans les vastes étendues spatiales. Je pense que depuis l'aube des temps, les hommes ont cherché à savoir pourquoi ils étaient là, ce qu'il y a là-haut, et s'il existe plus que ce que l'on voit. Y répondre ouvrirait de nouvelles perspectives. D'une certaine façon, cela nous renseignerait sur la place que nous occupons dans l'univers. Trouver la vie sur Mars pourrait également nous aider à comprendre les origines de la vie sur notre propre planète. Il pourrait exister dans le cas de Mars et de la Terre une relation particulière. Si la vie s'est développée sur Mars, c'est peut-être que les conditions y étaient favorables mais ne l'étaient pas sur Terre. Mars aurait ensemencé notre planète, peut-être à travers des collisions de météorites. Des morceaux de Mars seraient arrivés sur Terre. Ils seraient arrivés avec des cellules de vie qui s'y seraient développées. Peut-être sommes-nous tous des Martiens, à moins que ce ne soit le contraire et que la vie soit née ici pour se déplacer ensuite sur Mars. Si on trouve une preuve de vie sur Mars, sachant que la vie existe aussi sur la Terre, c'est qu'il y en a probablement ailleurs. Dans ce cas, l'univers serait sans doute indissociable de la vie. Et dans le cas contraire, nous pourrions nous sentir uniques en notre genre.